présenté par Captivating History. La chute de Constantinople en mai 1453 marque un tournant dans l'histoire européenne. Les Ottomans sont passés d'adversaires redoutables à puissance dominante d'un seul coup. Le contrôle du sud-ouest de l'Europe leur permettait d'utiliser leur marine pour capitaliser sur le commerce maritime dans toute la région. Face à la baisse de leur économie et à la contestation de leurs autorités, les royaumes européens cherchaient de nouveaux moyens de survivre et, si possible, de faire pencher la balance du pouvoir en leur faveur. La nécessité engendre la créativité. Les puissances européennes voulaient contourner les Ottomans et jouer selon leurs propres règles. C'est ainsi qu'a commencé une série d'expéditions et de voyages visant à cartographier des terres lointaines, allant là où aucun Européen n'avait osé aller auparavant et découvrant des civilisations jusque-là trop inconnues. Cette aventure a commencé comme une grande expérience européenne, mais s'est finalement transformée en un système calculé d'exploitation et de polarisation à travers le monde. Nous sommes à l'ère des découvertes. Revenons au Portugal du XVe siècle, où un prince nommé Henri, ou comme il fut plus tard connu sous le nom de Prince Henri le Navigateur, encouragea l'exploration de la rive sud de la Méditerranée. Il est souvent considéré comme l'ancêtre de l'ère des découvertes. Au milieu du XVe siècle, les Portugais ont commencé à faire de grands progrès dans la technologie de la navigation. Des technologies telles que les astrolabes, les compas magnétiques, la caravelle et le sextant ont contribué à alimenter la passion de l'exploration. Cette passion s'est manifestée dans le désir des Européens de se rendre en Afrique. Les Africains étaient riches en nourriture, en or et en esclaves, comme en témoigne le pèlerinage à la Mecque du roi du Mali entre 1324 et 1325. En longeant la côte, les Portugais ont commencé à kidnapper des Africains pour les vendre sur les marchés d'esclaves européens. En 1488, un autre explorateur portugais, Bartholomew das, a doublé le cap de Bonne-Espérance, l'un des points les plus au sud du continent africain, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de routes maritimes entre l'Europe et l'Asie. Maintenant que la richesse de l'océan Indien n'était plus un problème, un autre explorateur portugais, Vasco da Gama, se rendit de Lisbonne à Calcutta en Inde. Les marchandises utilisées en Chine et en Asie du Sud-Est fascinaient les Européens et ils développèrent rapidement un goût pour les différents produits de luxe du continent. Et avec cela, la colonisation portugaise était bien en cours. En Afrique, ils avaient développé des forteresses et des comptoirs commerciaux le long du littoral. Ils établirent leur présence en Asie en capturant Goa et Malacca. La première leur servit de base principale pendant près de 4 siècles. En contrôlant les routes commerciales le long du littoral et en évitant les routes méditerranéennes et par conséquent la péninsule arabique, le Portugal passa d'un royaume pauvre à l'un des pays les plus riches de son époque. À la fin du XVe siècle, un jeune Italien du nom de Christophe Colomb vivait à Lisbonne. Il s'intéressait vivement à la géographie, à l'astronomie et à l'histoire. L'aura de l'exploration l'attirait et l'idée de voyager en Asie du Sud-Est par la route du Cap lui paraissait de plus en plus séduisante. Lorsque ses efforts au Portugal échouèrent, il fit pression dans plusieurs royaumes pour qu'il finance son voyage. Les monarques catholiques d'Espagne acceptèrent de financer ses voyages, et il prit finalement la mer. En 1492, il débarqua sur une île des Bahamas, aujourd'hui appelée San Salvador, où il captura une poignée d'esclaves. La nouvelle de sa découverte se répandit rapidement dans toute l'Europe. Personne ne connaissait la taille et la forme du territoire américain. Des marins ambitieux prirent donc la mer à la suite de Christophe Colomb, explorant le territoire américain d'un bout à l'autre. Les Anglais étaient à la traîne dans la recherche de nouvelles terres. Henri VIII, en Angleterre, chargea donc un navigateur italien, John Cabot, de trouver un chemin vers le Japon depuis l'ouest. En 1497, Cabot quitta Bristol et atteignit le Canada actuel. Les Britanniques avaient enfin un pied en Amérique. En 1519, Ferdinand Magellan, un explorateur portugais, dirigea l'expédition espagnole aux Indes orientales, au cours de laquelle il fit le tour du monde. En réalisant cet exploit considérable, il découvrit le passage interocéanique reliant l'Atlantique à l'Asie. Après avoir découvert les détroits d'Amérique du Sud en 1520, il traversa le Pacifique et fut tué par des habitants des Philippines en 1521. La majeure partie de l'Europe avait désormais accès à la fois à l'Asie et aux Amériques. L'Amérique précolombienne était une terre bien différente de ce que les Européens avaient pu imaginer, principalement en raison de 2 civilisations majeures. L'Empire aztèque, un royaume d'abondance et de superstition, contrôlait la majeure partie de la Mésoamérique depuis 1325 avant Jésus-Christ. En 1519, le conquistador espagnol Hernán Cortés débarqua sur la côte de l'actuel Mexique et commença à se déplacer vers l'intérieur des terres. Il s'allia à certaines factions indigènes et en massacra et pilla d'autres.
Son spectacle fut rappelé, mais Hernán choisit d'ignorer l'avertissement. Le gouverneur de Cuba envoya même des émissaires pour l'arrêter, mais ses troupes ainsi que les tribus indigènes se battirent et gagnèrent. Il épousa une femme locale nommée Donna Marina qui joua un rôle essentiel dans la conquête qui suivit. Il atteignit finalement Nohoixtlán, le centre de l'Empire aztèque, où les Espagnols restèrent bouche bée devant les merveilles du Nouveau Monde. Après avoir vaincu l'Empire aztèque, son prestige grandit et les accusations de mutinerie furent levées. En Amérique du Sud, le conquérant espagnol Francisco Pizarro menait une campagne contre les Incas. L'Empire Inca était basé dans la cordillère des Andes au centre du Pérou et était un vaste empire d'environ 16 millions d'habitants qui s'étendait sur environ 2500 mètres du nord au sud. Les Incas avaient construit 1000 mètres de route et facilité le transport et le commerce au sein de l'empire. Lors de sa troisième expédition au Pérou en 1532, il captura l'empereur Inca et l'exécuta. Avec l'arrivée des Européens, les maladies commencèrent également à se propager, en particulier celles qui étaient étrangères au système immunitaire des habitants. Les historiens estiment que les maladies et les conquêtes ont anéanti environ 90% de la population amérindienne. Les conquêtes ibériques engendrèrent des conflits entre le Portugal et l'Espagne, et le pape dut signer un traité pour régler les différends. L'Espagne a été la meilleure partie de l'accord, mais d'autres nations, dont la France, les Pays-Bas et l'Angleterre, ont refusé de reconnaître le traité. À la fin des années 1570, Francis Drake a lancé l'incursion britannique dans l'océan Pacifique, ce qui a donné lieu à un conflit sur la côte ouest du continent. Il a également réussi à faire le tour du monde et a été anobli pour cet exploit. Ce qui avait commencé comme une quête de nouvelles terres et de nouvelles ressources avait pris une tournure assez désagréable. Au début du XVIIe siècle, les nations européennes avaient pris goût à l'idée de coloniser et d'exploiter le reste du monde. En grignotant les extrémités des extrémités, elles ont lentement changé le visage de la politique et de l'économie moderne. Alors que l'Afrique était riche et majestueuse avant l'intervention occidentale, elle est devenue le foyer de la pauvreté, de l'esclavage et de la mort après celle-ci. De même, le Nouveau Monde a été le théâtre d'un génocide de masse perpétué des Amérindiens. Les empires aztèques et incas faisaient partie des nombreuses civilisations que les colonisateurs ont anéanties. La traite des esclaves africains a continué de détruire la vie de générations d'Africains qui ont été soumis à des traitements inhumains en Amérique bien après que les Britanniques se soient retirés des colonies. Au fil des ans, les chercheurs autochtones ont contesté l'utilisation du mot « découverte » à des fins de périodisation, car cela nie la présence de civilisations autochtones. En Asie, la Compagnie britannique des Indes orientales et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ont pénétré en Indonésie, au Japon, à Taïwan, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam et dans le sous-continent indien. Diviser les peuples en fonction de critères religieux et discriminatoires était souvent la politique fondamentale de l'impérialisme. Les Espagnols l'ont fait dans les Amériques en dressant les groupes locaux les uns contre les autres. De même, la devise de la Compagnie britannique des Indes orientales était « diviser pour mieux régner », qu'elle utilisait pour dresser les différentes factions religieuses du sous-continent indien les unes contre les autres. L'Inde a fini par se diviser selon des critères religieux au XXe siècle. L'ère des découvertes a essentiellement constitué l'épine dorsale du monde moderne. Ces effets sont d'une portée considérable et bien plus puissants que vous ne le pensez. L'idée d'une Afrique pauvre ou d'une Europe riche n'existait pas avant elle. Pourtant, elle définit le spectre de la géographie et de la politique moderne. Le racisme, une religiosité intense et une méfiance envers l'Occident sont autant de vestiges d'une époque révolue. Lénine a qualifié l'impérialisme de stade suprême du capitalisme. L'ère des découvertes a été une période passionnante pour l'Europe, mais naviguer dans l'histoire d'un point de vue autochtone n'offre rien d'autre qu'un aperçu de la brutalité et de l'insensibilité des découvertes européennes. Pour en savoir plus sur l'ère des découvertes, consultez notre livre, L'ère des découvertes.